toutes et à tous, bienvenue pour ce 13e épisode de la 6e saison de Cold Facts. Double dose cette semaine, vous le savez, puisqu'on avait fait l'interview de Gerd Sennheiser que vous pouvez retrouver sur nos réseaux partout mardi. Là, c'est un épisode actualité. Actualité oblige, c'est forcément le match entre Lausanne et Fribourg. Victoire de Lausanne 6-3. On commence avec le côté fribourgeois qui reste sur 6 défaites lors des 7 derniers matchs. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on peut améliorer du côté de Fribourg, qui est quand même toujours leader? Les paris sportifs. Ensuite, on passe au côté lausannois qui a battu Zug, qui a battu Fribourg. Ça va pas trop mal. Il y a quand même des petites choses qui pourraient être améliorées, mais comme ça va bien, est-ce qu'il faut tout changer? On se pose la question. On enchaîne après avec les deux clubs en Champions League. Genève et Bienne. Genève s'est qualifié pour les quarts de finale. Ils joueront contre les Växjö Lakers. Et puis Bienne, par contre, a perdu, est éliminé de cette compétition, ce qui fait qu'ils vont pouvoir se concentrer sur le championnat parce que ça va pas super bien. On a d'ailleurs une question aussi à ce propos qu'on traite juste au début de la partie sur Ajoie, parce qu'on termine avec Ajoie. Et là non plus, on n'a pas compris pourquoi Christian Volven, lors de la défaite 6-2 contre Ambry, a décidé de se passer de ses deux défenseurs étrangers, TJ Brennan et Eric Gélinas. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va? Ouais, ça t'embête pas de me voir aussi longtemps? Ça va, on n'était pas que les deux l'autre fois, il y avait Gerd. Donc on s'en sort. Cette double dose de Cold Facts, là, je vais te casser les pieds, c'est pas possible. Non, c'est pour répondre à Roland, le persifleur. En un seul mot. En un seul mot ou en deux, je sais pas trop. Non, deuxième épisode, on est très content d'avoir pu parler à Gerd Sennheiser mardi, mais on n'a pas pu donner notre avis plus que tant finalement sur cette situation. Puis je propose qu'on commence par Fribourg. Ouais. Fribourg qui a de l'actu, puis en même temps ils annoncent leur directeur sportif pour cacher le fait qu'ils sont sur une mauvaise passe. C'est finalement communication parfaite de Gauthieron, c'est ça? T'es tellement mauvaise langue sur ce coup-là. Ouais. Non, c'est à dessein, hein, juste pour titiller, mais non, c'est... Je trouve bien qu'on l'annonce de ça à un moment. Sinon, on aurait eu 53 fois le « Puis alors, c'est qui ? Puis alors, c'est qui ? Puis alors, c'est qui ?» Donc finalement, tu te mets dans cette situation-là. Tu me diras tout seul, hein, en faisant ce processus. Mais une fois que le processus est entamé, une fois que t'as choisi, ben tu le dis. Il se trouve que ça tombe maintenant. J'ai l'impression que c'est plus une question de... le timing est pas très bon du côté de Fribourg au niveau des résultats sportifs, mais on parle quand même du leader toujours. Donc moi ça me choque pas. Toi ça t'a... Le timing tu dis? Ouais. Non, absolument pas. C'est juste pour être une sale langue comme je sais si bien l'être. C'est un petit peu tout. Mais non, le timing m'a pas du tout dérangé. Je pense que au contraire, comme tu dis, ils ont pris leur décision, ils ont annoncé ça le plus vite possible, visiblement presque dans l'urgence, quand à en croire Gerd, vu qu'à 13h30, il le convoque pour lui annoncer, à 16h c'est annoncé. Alors soit c'est parce que les Pokalistes sont enregistrés à ce moment-là, puis vous voulez être sûr qu'on en parle, au cas où c'est à nouveau bien joué, soit, et du coup ça prouve l'influence de Roland Gué dans le milieu, soit c'était juste pour pas que ça sorte ailleurs et ils voulaient maîtriser la communication, ce qui est plus probable d'ailleurs. Absolument. Ça c'est aussi un bon point, c'est de dire, si tu le dis pas, si tu laisses traîner ça, la durée de vie de cette info-là, elle a combien de secondes du côté de Fribourg? Parce qu'en général, j'ai l'impression que ça c'est assez vite. Ouais, c'est un grand village, donc en général, ça peut vite se savoir, effectivement. Et surtout, voilà, ils ont pris la décision, le communiqué est fait, ils envoient, ils traînent pas. Maintenant, donc, on peut parler des 2 points. On parlera du sportif dans un petit moment. On peut parler des 2 points. C'est 1, le processus, et 2, la décision. Le processus, donc, il a été visiblement rushé sur la fin, si j'ai bien compris. Ce que j'ai lu à gauche et à droite, c'est que ça a été très vite, finalement. On a parlé à Gerd Sennheiser sur le plateau des Pécalistes lundi d'avant. Ouais. Et il avait vraiment l'air de dire qu'il savait rien, et j'ai tout à fait tendance à croire sa sincérité, qu'il avait aucune idée de où on en était dans le processus. Puis tout à coup, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une accélération. Alors, je sais pas ce qui s'est passé concrètement, j'ai pas essayé de le savoir non plus. Mais visiblement, Fribourg-Gotteron avait décidé de faire une recherche large pour s'assurer de
de voir, j'imagine, aussi quel candidat allait potentiellement s'intéresser. Parce que de se dire, si on restreint la recherche à l'interne ou aux gens qu'ils ont envie de contacter, eux, etc., bah finalement, t'auras peut-être pas le candidat surprise qui peut arriver sur le marché. J'en sais rien, je dis un nom au hasard. Mais si Martin Steinegger téléphone et dit, bon, moi j'en ai plein le cul à Bienne, c'est pas du tout une information, hein, c'est une spéculation. Si téléphone puis dit, j'en ai plein le cul à Bienne, moi je viens volontiers relever le défi là, bah, peut-être que la discussion elle est un petit peu différente à Fribourg. On regarde la longueur des contrats qui restent, on dit ok c'est bon, tu peux venir, on a des gars jusqu'en 2025-27, c'est bon. Mais par contre on se laissera pas prendre de cours avec tout le monde qui termine en même temps. Non, mais je comprends cette ouverture. Au bout du compte, ils en sont arrivés à la conclusion que la meilleure personne c'était Gerd Senezern. Moi je suis pas choqué ni par le processus ni par l'issue de ce processus. Après, est-ce qu'il fallait le faire de manière aussi public? Ça, je sais pas, honnêtement. Est-ce que c'était une bonne chose? En même temps, on est les premiers à se dire, à dire qu'on n'aime pas trop quand les choses sont faites en catimini, qu'on nous dit pas les choses. Là, ils ont décidé de le dire ouvertement. C'est pas tout à fait problématique, je pense. Non, puis le fait qu'il remplace Christian Dubé qui avait une double casquette aussi, j'ai l'impression que les gens s'attendaient à ce que... c'était déjà public en fait, dès le moment où Christian Dubé a dit « Voilà, moi j'abandonne une de mes casquettes, je choisis d'être entraîneur. » Ok, bon, bah, il faut se mettre à la recherche d'un directeur sportif. Et on a l'impression qu'un directeur sportif, quand on a un club qui est ambitieux, qui va pas trop mal... la saison passée, ça s'est terminé en pré-playoff, mais c'était pas atroce comme saison de Fribourg. La saison d'avant, c'était les demi-finales. Donc, on a plutôt un club qui va vers le haut, qui regarde en haut. Donc, dans ces cas-là, un directeur sportif, bah, c'est un vrai rôle. On l'a vu finalement. On parle de Martin Steinegger parce que c'est le premier nom qui vient comme ça, directeur sportif. Marc Gauci à Genève, on loue son travail. John Foust, quand il a été mis à ce poste-là, là aussi ça a beaucoup parlé. Donc j'ai l'impression que de toute façon c'est un poste finalement, peut-être à part à Langnau, mais même à Ajoin finalement avec Julien Vauclair. En tout cas en Suisse romande, c'est des postes qui nous semblent, nous les journalistes, être des postes à responsabilité. Et comme Gerd nous expliquait aussi, finalement, on est le copain de tout le monde où les gens font « Ah waouh, ah ouais, t'es entraîneur, ah ouais, t'es directeur sportif. » Alors peut-être que nous, on a tendance à se dire « Bon, bah, c'est des gens avec qui on travaille, puis que oui, c'est un joli poste, mais voilà. » Mais que ça a de l'importance, finalement. Oui, je sais pas quoi dire de plus que ça. Par contre, bah, j'arrive pas à avoir une lecture concrète sur ce que peut faire Gerd Senezern à court terme finalement, parce que tout est prêt, mais c'est là aussi où finalement sa candidature faisait énormément de sens et il nous l'a bien expliqué lundi lors de l'entretien pour ceux qui veulent l'écouter encore, si ça n'a pas encore été fait. Donc c'était pas la secrétaire de Dubé, j'ai bien aimé cette phrase, elle m'a fait sourire. Il était pas pas à armes égales, il n'était pas à la hauteur d'yeux de Christian Dubé, parce que c'est lui qui décidait au final, Christian Dubé, mais pas Gerd. Mais au bout du compte, il était dans l'opérationnel au quotidien. Donc finalement, la transition m'a l'air assez smooth. Elle va avoir lieu de manière assez facile. Ce qui est moins facile, et je pense qu'il faut qu'on parle plus de ça, parce que finalement, sur Gerd Senezern et sa nomination, on a un peu tout dit. Déjà, plus que tout d'ailleurs, c'est les résultats du moment. Mm-hmm. 2 défaites depuis, je voulais dire depuis le dernier épisode, non, depuis dimanche. Une contre Berne, au terme d'un match assez solide. Ouais. Et une défaite à Lausanne. Il y a Fribourg est dans le match qu'à la 50e. Après, ça va dans tous les sens. 4-2, 4-3, 5-3, 6-3. Pendant 50 minutes, Fribourg est là. On parlera de Lausanne, évidemment, après. Fribourg est au contact, mais Fribourg n'arrive pas à faire la différence. Et c'est un peu l'histoire de ces derniers moments, de ces derniers matchs. C'est que Fribourg perd des matchs qu'il gagnait plus tôt dans la saison, mais est-ce qu'il devait les gagner ces matchs plus tôt dans la saison? Finalement, on parle souvent de régression vers la moyenne. Voilà, ouais. On est en plein dedans. Fribourg se prend en pleine face la régression vers la moyenne. Ils avaient un PDO, pour rappel, donc la somme des pourcentages de shoot et des arrêts des gardiens qui était débile en début de saison. C'était près de 108, ce qui a aucun sens. Parce qu'ils avaient un BRA à 93, 94, enfin des gardiens tellement hauts. Ils avaient un Marcus Sørensen qui shootait comme Stephen Curry, puis du coup tu dis
Ouais, c'est pas tout à fait normal qu'on ait un joueur à plus de 30% au shoot. Ça veut rien dire. Ouais, surtout que c'est même pas une question, c'est intenable. C'est pas, on n'a jamais vu ça. Donc finalement, à moins d'une extraordinaire exception, ça va, ne serait-ce que, on va dire quoi, 20%, c'est déjà... C'est déjà très haut. Là, tu as 3 joueurs d'Ambry qui sont à 19% actuellement. Là aussi, on va gentiment parler de régression. J'en parle dans ma newsletter du jour. Il y a des goals dans la cage vide aussi, je crois. Hein. De Sørensen, tu dis? Non, de Eggenberger. C'est pour ça que je me dis... parce qu'il fait partie des 3 joueurs, hein, si j'ai bien lu ta newsletter. Mais donc... C'est logique en fait qu'il y ait des défaites actuellement qui s'accumulent. Par contre, la question, ça va pas être est-ce que ces défaites sont logiques ou pas, c'est est-ce que Fribourg a les moyens de passer outre ça. On a Christian Dubé, dans les interviews que j'ai lues, j'ai un peu parlé ces derniers temps, mais là au dernier match, j'étais pas présent. Dans ce que j'ai lu, a l'air de rester assez calme, il est pas en train de jeter tout le monde sous le bus. Est-ce qu'il a appris du passé ou est-ce qu'il sent que c'est pas le moment? Alors ça, j'ai pas la réponse. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de panique à Fribourg actuellement. Maintenant, il y a eu un changement de ligne qui a, pour moi, pas vraiment porté ses fruits pour l'instant. C'est juste. J'ai pas l'impression que la facilité offensive qu'il y avait en début de saison est toujours présente. Puis on en parlait avec nos confrères / amis / je sais pas quoi, statisticiens en chef de NLice Data par WhatsApp après le match. La transition de Fribourg et l'entrée en zone offensive est vraiment, vraiment problématique. Et donc, quand tu n'as pas des bons pucks en zone offensive et que la majorité de tes attaques ne sont pas des attaques placées, mais sont des rushs, c'est peut-être un peu plus difficile de créer une attaque efficace. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer à Fribourg, je trouve, en ce moment. Ouais, j'ai trouvé que Andreas Borgman aussi, je t'ai envoyé un message, c'était assez tard d'ailleurs, je l'ai trouvé... Dieu sait que je le trouvais bon en fait en début de saison et quasiment presque le meilleur défenseur de National League quand Fribourg était au sommet, on va dire, était leader, oui, mais gagnait en plus, était dans une phase ascendante. Là, ils sont au sommet, mais dans une phase plutôt en régression. Je l'ai trouvé moins impérial finalement et que ça va de pair avec aussi Fribourg où ça se tasse un petit peu. C'est même pas une question d'être... Tu disais ça avant sa relance déjà qui a amené le 4-2 ou bien tu... Oui, déjà avant ça. C'est effectivement la relance... Volontairement pute, on est bien d'accord. Oui. Effectivement, la relance, c'est lui qui fait, si vous avez vu les images, cette espèce de relance en cloche dans l'axe. Et au début, je n'avais pas vu qui c'était. Qui mène au 4-2. Qui mène au 4-2 de ses catchs. J'étais là, mais qui fait ça? Et tout d'un coup, ok, c'est Andreas Borgman. Bon, il a peut-être aussi un poil moins d'impact. Là, on a vu que Gunderson, qui était des fois un poil en retrait par rapport, surtout au niveau statistique, pas au niveau du jeu. Là, il y a le 2-2 qui a amené un très joli tir de Gunderson qui est dévié par Delarose. Enfin, j'ai trouvé que c'est pas comme s'il y avait une inversion des forces en défense entre la paire Gunderson-Yecker et la paire Borgman-Diaz, mais en tout cas, j'ai vu comme une sorte de, pas de lissage, mais que Borgman était moins bon. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Ma question, elle était juste pour te taquiner. Mais il faut. Mais oui, on remarque sur les 5 derniers matchs, si on regarde purement les statistiques... Ouais, ça, j'ai pas regardé. Ouais, si on regarde purement les statistiques, Borgman est à 46% expected goal for. Donc, ça veut dire que 54%, c'est contre la cage de Fribourg-Gotteron quand il est sur la glace. Diaz, c'est plus ou moins la même chose. Et sur toute la saison, Borgman Diaz est le meilleur de la ligue. Avec 55%, Borgman est à 53%, donc il y a clairement une baisse. Yecker et Gunderson sont toujours assez stables, mais eux, c'est beaucoup plus compliqué, effectivement. Moi, je trouve Berra un petit peu insécure, on va dire, ces derniers temps. Et je dis pas ça parce qu'il a pris un but vraiment rigolo contre Berne. Rigolo, ça dépend de quel côté de la palette on se tient. Mais je sais pas, là, il est moins impérial. Tu disais, il était aussi à 93 et quelques % en début de saison. Ce qui est assez normal pour lui, quand il est... C'est assez élevé, mais là, il gagne plus les matchs non plus. Et finalement, quand on parle de matchs qui tournaient en faveur de Fribourg, qui ne tournent plus en faveur de Fribourg actuellement, c'est ça, c'est un gros arrêt C-catch, le 4-2 de C-catch. Il y a la relance, certes catastrophique de Borgman. C-catch le met côté mitaine. Il a le droit de l'avoir. Après, on va surtout pas l'accabler pour ce but encaissé. Parce qu'il y a un buteur qui est seul à 5 mètres de lui. Oui, il le met en haut du filet. Mais il n'a pas fait l'arrêt qui pourrait justement garder Fribourg dans le match. 4-2. Match plus ou moins plié, même s'il y a eu le 4-3 derrière. Mais ce 4-2 a clairement fait mal à Fribourg.
Donc c'est une somme de petites choses qui tournent actuellement pas dans le bon sens. Maintenant, est-ce que Christian Dubé va devoir revoir ses alignements peut-être? Parce qu'on rappelle quand même que la ligne avec Marchand, avec les deux Suédois, Wallmark et Sørensen, marchait à merveille. Oui. Et pour relancer Motet, au moment où il y avait déjà eu quelques défaites, hein, c'était pas avant cette crise-là, je sais pas si le mot est bon, avant cette série-là, c'était durant cette série-là, il a mimoté dans cette ligne-là. Ça a coupé cette ligne avec Marchand que je trouvais assez bonne. Mais en même temps, il voulait aussi trouver un moyen de relancer Di Domenico Berchi qui fonctionnait un petit peu moins bien. Donc il a mis Di Domenico avec Sprunger et Schmidt comme la saison d'avant, quand ça fonctionnait très bien. Mais je trouve pas cette ligne hyper impactante. Schmidt me déçoit un petit peu, même si je pense qu'il est solide. Mais il amène pas offensivement suffisamment, et avec un joueur comme Di Domenico, je pense qu'il faut un centre qui crée un petit peu plus que Sandro Schmidt. Et je me demande si pour les matchs du week-end, ça va pas être une des réflexions de Christian Dubé, à savoir de refaire une ou deux rocades et peut-être de revenir à la base. Alors la base, c'est quoi? C'est Sprunger-Bikov déjà. Vu que les deux ont marqué. Mais non, si c'est revenir à refaire des paires Berchi-Dido. Ou alors, tu fais différemment. Tu fais Sørensen ou Wallmark, et là, tu leur adjoins Di Domenico, puis tu fais une bonne lignée, puis tu regardes ce qui se passe. Mais actuellement, offensivement, Fribourg est à la peine, et il faut trouver un moyen de débloquer ça. Oui, mais alors, tu me diras, toi, tu lis mieux les statistiques avancées que moi, et j'étais assez surpris, honnêtement, en regardant à la fin, de voir que Fribourg avait plus d'expected goal que Lausanne, et que finalement, Fribourg aurait un poil plus mérité la victoire, style 57%, 58%. Honnêtement, en voyant le match et en voyant le déroulé du troisième tiers aussi, alors je sais qu'il y a eu beaucoup de powerplay, c'est ça, et c'est d'ailleurs ce que Christian Dubé a relevé en disant mais bon, nos situations spéciales, ça va pas. J'ai l'impression que j'essaie de voir un peu Motet sur son côté, et je me disais, il a un peu de peine aussi. À un moment, il a fait 4 ou 5 contrôles de puck chaotiques, et à chaque fois il a coupé l'élan du powerplay. C'est pas sa faute globalement, mais effectivement il manquait de fluidité, et tu sens que la canne elle commence à trembloter un petit peu dans les mains, j'ai l'impression. Et là où je te rejoins pas, c'est sur justement les expected goals à 55. Lausanne est devant, oui. Lausanne a dominé Fribourg. Et oui, Fribourg a eu plus de powerplay, Fribourg a eu donc plus d'occasions à ce moment-là. Mais hormis le deuxième tiers, Lausanne a globalement dominé. On parlera de l'aspect lausannois juste après. Mais restons sur Fribourg. Fribourg, c'est pas chaotique, hein. 60-40 sur un match à l'extérieur, il n'y a aucun souci. Mais par contre, oui, si t'as pas ton powerplay qui te sauve des soirs comme ça, à l'extérieur qui plus est, c'est assez compliqué. Puis c'est exactement ce qui est arrivé là. Fribourg a pourtant très bien commencé son match avec ce but de Bikov hyper tôt dans le match. Mais voilà, après t'as ce but qui vient depuis derrière la cage par Kovacs. Voilà, et aussi, on parle de petits détails, mais quand Jäger marque, il se fait pas bloquer la canne devant la cage. Jäger, là, effectivement. Il y a plein de tout petits détails par-ci, par-là, et finalement, voilà, ça te fait quand même une belle différence. Et c'est finalement là aussi, tu mentionnais Berra, effectivement, là tu as parlé du goal de Sekac, le goal de Kovacs, mais honnêtement, je sais pas s'il peut faire beaucoup mieux que ça. C'est Kovacs, on peut aussi reconnaître que Kovacs joue très bien, le coup. Il est très malin, complètement. Voilà. Je vois pas tellement ce que Berra, évidemment, s'il est collé à son poteau, on peut commencer à argumenter dans ce sens-là. Mais et puis à un moment, je t'avouerais que sur le goal de Jäger, je me suis dit, mais il est où Berra, parce que j'ai l'impression qu'il était parti du côté de Genève, tellement il glissait en fait sur ce côté-là et qu'il y avait plus personne dans le but. Pas que ce soit sa faute, parce qu'il fait l'arrêt quand même sur le premier tir. Mais effectivement, derrière, voilà. Mais là, c'est difficile de pointer, de dire c'est pour ça que Fribourg a perdu. C'est vraiment une somme de... Ça va avec comment dire, la régression vers la moyenne. C'est que peut-être lors du premier match, quand ils ont gagné contre Lausanne en prolongation, il n'y aurait pas eu ça. Ils auraient réussi à faire face à ça, ou quand ils ont eu leur grande série de victoires, ils auraient forcément trouvé... J'ai bien aimé quand tu disais, trouver un moyen. Et souvent, j'ai l'impression que dans ce championnat, quand il y a des baisses de forme parmi les équipes qui sont assez... au top, c'est souvent des petites choses comme ça. C'est qu'il y a... Tout d'un coup, on est... le tir part pas dans la lucarne, il part sur le poteau. D'ailleurs, il y a eu un poteau très rapidement, je sais plus. Est-ce que c'est Sprunger ? Non, je ne sais plus, mais il y a un poteau de Fribourg justement à un moment du match, au début du deuxième tiers, qui peut aussi changer la donne. Voilà, Fribourg est dans le dur actuellement, clairement. Puis
là aussi, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'en début de saison, l'une des grandes thématiques de Fribourg-Gotteron, au moment où Gotteron gagnait aussi, c'était une des thématiques, c'est dans le vestiaire, on a ses leaders, on a ses caractères, on a ces joueurs qui peuvent nous, justement faire la différence. Était mis en avant Borgman, était mis en avant Di Domenico, était mis en avant Wallmark, tous ces joueurs-là. Sørensen nous amène ce qu'il doit nous amener, etc. Ce qui était juste sur le moment donné. Mais finalement, c'est peut-être plus intéressant de voir maintenant si ces joueurs-là ils vont se lever. T'as raison. Di Domenico à Lausanne, je l'ai trouvé longtemps en contrôle. L'agitateur, on connaît, c'est Di Domenico. T'es dans le même groupe, mais un de nos amis qui a écrit il a l'air mûr, Di Domenico. J'étais là, ouais, tu le vois juste pas assez souvent. C'est Di Domenico. Par contre, en fin de match, là, je suis d'accord. Là, Ouais. il y a eu une. Il s'en sort assez bien, je dirais. Il va mettre un coup de hache sur Marty, sauf erreur. J'aurais dit Jäger, mais. C'est un type à cheveux longs, mais c'est vrai que c'est pas vraiment les mêmes. Mais j'ai vu qu'une fois là, j'étais pas sur site, j'étais devant ma télé pour une fois. Et il met ce grand coup de crosse là, t'es là, ouais, bon, il va les marquer dans la cage vite, qu'est-ce que tu viens t'énerver là, ça sert à rien. Surtout, il y avait 5-3. Je peux comprendre quand même que tu essayes de faire quelque chose si c'est ce qui amène le deuxième but d'écart. Absolument. Là, il restait quoi 30 secondes. En tout cas, tu vois qu'honnêtement, c'est perdu. Hein, donc là, je comprends. Mais c'est là où ça va être intéressant. Et ce week-end, d'autant plus intéressant, c'est Cloton à la maison. Oui, c'est Cloton à la maison. Non, c'est à Cloton et Rapperswil à la maison. À Cloton qui vient de changer d'entraîneur. Oui. Ça va être super à voir, ça aussi, parce que il y aura une réaction. C'est logique, changement de coach. On sait comment ça se passe en général. Est-ce que tu penses que les Oyameki, Altonen, Eng vont tout d'un coup redevenir les joueurs qu'on attendait Ça peut, en tout cas, ça peut clairement. Donc là, c'est un gros test. Et puis, rapide le lendemain. On va dire, en un week-end, tu peux pas tout oublier, dans le sens, il y a quand même eu 6 défaites en 7 matchs. Mais si tu marques 4, 5, 6 points entre ces deux matchs-là, ça va. La première place, elle sera peut-être plus là à la fin du week-end, parce que la Fribourg a des matchs en plus quand même. 2 matchs de plus que Zug et qui a un point d'avance. Virtuellement, il y a même Ambry qui a 9 points, certes, avec 3 matchs de moins. Mais bon. Ouais. On va pas exagérer non plus. Mais Zug et Zurich sont devant au point par match. Donc Fribourg est plus vraiment leader dans les fêtes parce que voilà, ils ont juste des matchs en plus. Les autres, il faut qu'ils les gagnent, on est bien d'accord. Mais ils ont des matchs en plus. Mais il va falloir assez rapidement commencer à remarquer des points parce qu'il n'y a plus que 10 points sur la barre. Plus que. On parle toujours, le début de saison est important, les points en banque, etc. Ça veut quand même dire que Fribourg a certes 10 points d'avance sur Berne, mais ça veut dire que Fribourg a 5 équipes entre deux. C'est ça le plus important. Est-ce que ces 5 équipes-là vont leur passer devant ? Je suis pas tout à fait sûr, quoi. Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. Avant de passer sur le Lausanne HC, on passe au Paris. On avait double dose de Paris également cette semaine. Ça compense la semaine passée où on n'était pas présent. Pour le match de mercredi, on en a pas mal parlé dans l'épisode de mardi, justement, avec Gert Sennheiser au milieu, avec notre pronostic. Moi, j'hésitais entre jouer le handicap ou seulement Lausanne. Pour une fois, je me suis dit, sois sage. Donc, j'ai joué seulement Lausanne. Lausanne gagne à la maison. Ça a passé. J'étais assez convaincu de moi sur ce coup-là. Tu me diras, je le suis quasi tout le temps. Et puis, une fois sur deux, ça foire. Mais en voyant le match et... au fin du deuxième tiers, quand Fribourg n'avait pas passé l'épaule, je me suis dit, ça sent assez bon quand même pour cette histoire. Donc voilà, ça a passé. Toi, tu étais parti sur un match nul jusqu'à la 53e et même après le 4-3. Bah oui, le goal de Sprunger, j'étais là à me dire, il se trompe pas le de bêta. Puis après, tout d'un coup, non, Fribourg n'a pas réussi à faire le dernier step pour aller chercher cette prolongation. Je pense qu'il y a eu prolongation, j'aurais dit Fribourg, mais je crois qu'on en avait parlé aussi dans l'émission. Donc, voilà. Bravo, il faut suivre Greg. Toujours 1 sur 2. Grosse journée de championnat ce vendredi. Alors, il y a ce jeudi soir, il y a d'abord un Lugano-Langnau, mais je propose qu'on passe outre. Il y a 6 matchs. Il y a le Langnau de Zurich, habituel, où on se fait tout savoir à chaque fois. Mais tu dis on passe. Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, dans nos paris, le fait qu'il y ait eu ce match, au fait qu'ils jouent jeudi, vendredi, bien sûr. Lugano et Langnau, ça me fait juste me dire, voyons le résultat quand même peut-être. J'allais y venir. Lugano, Langnau de Zurich, on se fait à chaque fois avoir par ce Langnau de Zurich. On dit tout le temps Zurich va gagner, mais Langnau nous en sort une. Mais là, c'est Langnau en back-to-back qui était à Lugano. Si en plus on regarde la météo, puis il neige toute la nuit, puis ils arrivent à 5h du matin dans les mentales, j'ai aucune idée, j'ai pas regardé météo suisse. S'il faut commencer à regarder météo suisse pour parier, ça commence à aller chercher un peu loin. Mais ce Zurich à 1,90 à Langnau,
Mais à part ça, tu me diras, je suis sûr qu'on peut écouter. À chaque fois, on trouve une raison de jouer Zurich gagnant à Langnau. Là, ça va être quoi? Ah, Zurich, c'est une mauvaise passe. Ils ont 3 défaites de suite. Ils sont allés se faire blanchir à Davos. Ouais, ils vont devoir réagir. Puis après, on arrivera. Ah ouais, c'est un peu la crise à Zurich. Ils viennent de perdre à Langnau. Ouh là là, Crawford. Tu verras. Mais moi, c'est Zurich à Langnau à 1,90. C'est déjà la cote victoire en 60 minutes. Après, on peut s'amuser puis de se dire que Zurich va gagner avec plus d'un but d'écart à 2,50. Quand ça se dire, ça fait beaucoup. C'est Zurich, c'est une ligne. Hollenstein, Malgin, Andrighetto. Rien que de. Il y a Pascal Berger, Keijo Weibel. Non, mais je rigole, mais. Non, mais oui, Anthony Louis est bon. Oui, Sean Malone est bon. Oui, Sarella plante des points. Il n'y a aucun problème. Oui, Charlin est super. Boltzhauser fait le boulot. Il y a vraiment zéro problème avec ça. Mais honnêtement, au bout d'un moment, si on est là pour réfléchir froidement, on regarde le contingent, on a des Freuden, on a des Lamico, on a des Derek Grant, on a des trucs pas possibles. Ce contingent, chaque fois que je vois quand ils ont un contingent plus ou moins complet, je me dis, non mais sérieux, c'est quoi cette 4e ligne, quoi? C'est chaque fois impressionnant. En défense, t'as l'impression qu'en fait, il n'y a pas de point faible. Mais c'est surtout ça. Et puis après, ils font 3-0 contre Davos. Voilà. Alors qu'ils n'ont pas joué, qu'ils sont frais, qu'ils doivent se faire pardonner des trucs, ils ont eu le temps de travailler. Là, de nouveau, la même chose, ça fait un moment qu'ils ont joué ce match, c'était dimanche. Là, ils reviennent le vendredi, ils ont eu une semaine complète pour bosser. Langnau sera fatigué de son déplacement à Lugano. Non, enfin, j'ai l'impression que c'est fait, quoi. A perdu le derby à Cloton, a perdu à la maison contre Lausanne, a perdu à Davos, et maintenant va jouer à Langnau. Pour moi, c'est presque trop évident. Complètement. Mais alors, est-ce que Ambry, parce qu'il y a Ambry-Genève... Comme dirait le Tavernier, c'est refuser de faire appel à son intelligence. Ah, le Tavernier. De Kaamelott. Tu m'auras tout le temps avec le Tavernier. Ambry-Servette, j'aime bien aussi. Ouais. Ambry est sur 7 victoires de rang. Toute série qui se prolonge, se rapproche de sa fin, on connaît. Servette est un peu en urgence de points, à 2,30. Seul bémol, Servette a joué en Coupe d'Europe le mercredi. Mais bon, c'est pas un back-to-back. Moi, ce bémol-là, finalement, parce que j'aurais plutôt tendance à dire samedi contre Berne, à la maison, peut-être que là, ils sentiront les effets des 3 matchs en 4 jours. Sur le match de vendredi, je me dis, ils peuvent peut-être partir avec encore comment dire, la bonne... C'était à Genève aussi, donc ça va, ils n'ont pas eu besoin de faire un voyage complètement fou. Donc... Ouais, j'aurais tendance à me dire que ça peut être une bonne chose. Sans parler que des victoires, le nombre de buts de ce match me plaît aussi. Plus de 5,5, c'est quand même 2 équipes qui marquent volontiers des buts. Ouais. À Ambry, ça marque aussi en général pas mal. Ça peut en tout cas marquer beaucoup de buts. Plus de 5 buts et demi à 1,75, ça peut tout à fait m'intéresser. Je propose que Berne-Lugano, on n'en parle pas trop, ça peut être compliqué. Absolument. Berne à 2,15, Lugano 2,50, le match nul à 3,75, mais alors là, à mon avis... Surjoué sport de l'euro. Zug Davos, Zug à 1,65, Zug c'est une machine. Vraiment, il y a un truc, on va pas pouvoir en parler ailleurs, mais du coup, faisons-le ici. Zug est la meilleure équipe de la Ligue actuellement en points par match et le pire powerplay de la Ligue. Je te laisse juste réfléchir à ça, c'est horrible. Et ils ont Kovar qui revient, on nous dit un peu 6 à 8 semaines, puis tout d'un coup, oh tiens, il y a une Kovar. Meilleure équipe de la Ligue, pire powerplay. Je te laisse imaginer quand le powerplay va être moyen, pas bon, ça va être terrible. Cloton-Fribourg, ça m'intéresse. Ok. Parce que Cloton est à 3,45 à la maison. Avec le changement d'entraîneur. Ouais. Contre une équipe de Fribourg qui marche pas bien actuellement, qui est dans le trou. Et Cloton à 3,45. Puis Rapperswil-Bienne, bon. Et Cloton plus 1, ça veut dire que Cloton, perdant par un but, est à 1,85. Ça, j'aime bien. Parce que je pense qu'ils vont quand même devoir se sortir quelque chose. Enfin, il y aura une réaction. Absolument. Alors après, ça peut aller. Hein. On est toujours plus malin après. Mais en tout cas, toujours de la réflexion. C'est ça aussi avec ces paris à la rigueur. C'est que peu importe si vous nous suivez ou pas, mais on a la réflexion de se dire... Et je trouve souvent que c'est pas juste dire « Ah, j'ai le feeling que... » C'est aussi basé sur des... je vais dire des faits, mais en tout cas sur quelque chose qui apparaît comme historiquement des choses qui peuvent se passer. Donc c'est plutôt une question de pourcentage de chance de... Voilà. Rapperswil-Bienne, Rapperswil de 10, bien 2,65. Ça je touche pas, j'ai envie de dire. Tu jettes une pièce en l'air, tu regardes du côté où elle tombe. Si elle tombe sur la tranche, c'est match nul. Mais du coup, vous verrez où nos pièces sont tombées vendredi matin sur nos réseaux sociaux. Vous pourrez commenter et nous dire ce que vous pensez de nos paris.
Jouer Sport, un jeu de la loterie romande. On reprend le cours de l'épisode avec l'autre côté de ce derby entre Lausanne et Fribourg. Victoire donc lausannoise. J'ai bien aimé Lausanne qui a battu Zug. Tu parlais justement à l'instant de la qualité de Zug en disant qu'ils avaient la meilleure équipe de la ligue et le pire powerplay, ce qui fait effectivement réfléchir à haute voix sur ce cas de figure et se dire que Zug est vraiment très très impressionnant. Lausanne avait gagné 4-1. Lausanne s'est imposée contre Fribourg. Et j'ai bien aimé voir l'implication en zone de défense fribourgeoise. Je sais pas si on peut appeler ça un véritable forecheck, mais comment à 5 contre 5 ils soutenaient l'attaque, ils ont assez vite envoyé des pucks au but, pas n'importe comment pour envoyer des pucks au but. Et ça a eu un bon impact finalement. Il y a eu ce but de Kovacs, on en a parlé. Il y a eu le but de Sekac où tu profites d'une mauvaise relance et tu fais payer l'adversaire. Le but de Boson aussi, c'était quoi ? C'était le 3-2 où il y a un peu de flottement, un arrêt de Berra et puis finalement il y a quelqu'un qui est là pour le mettre au fond de manière un peu chanceuse. Parce qu'il me semble que ça touche son patin. Enfin, c'est pas Je me suis demandé d'ailleurs si ça allait être revu à la vidéo pour le patin. Je pense qu'il est totalement valable, mais j'étais surpris. Mais en même temps, personne n'a gueulé. Ni les Fribourgeois, ni le capitaine n'est pas venu parler. Mais je me suis juste dit, pour la tranquillité des esprits, tu vas à la vidéo, tu dis non, clairement, il n'y a pas un kick, ou j'ai pas l'impression qu'il y soit en tout cas. Mais la décision est juste. Hein. Ouais. Je me demandais juste, mais. À domicile, c'est plus facile. Peut-être si tu dois accorder ce but à l'extérieur pour faire descendre les émotions et que le public se calme. Si c'est Fribourg qui marque ce but-là, peut-être pour que la patinoire se calme un peu, tu vas à la vidéo, on se calme gentiment. Très juste. Mais décision tout à fait juste. Lausanne, je crois que tu l'as dit lors du dernier épisode, pas évidemment avec Gerd Sennhäusern, mais avant, que Lausanne tirait énormément au but, mais d'une manière complètement folle. L'écart entre Lausanne et le deuxième est fou. Lausanne tire beaucoup aussi sur les poteaux. C'est un peu une constante. Ce qui, des fois... aussi, je sais pas si c'est de la chance ou de la malchance, mais effectivement, tu te dis, je crois que Lausanne est le premier, ils doivent avec, est-ce que c'est Ambry, ils ont 5 poteaux d'écart par rapport au suivant, au troisième. Donc il y avait un peu ce côté, pas malchance, mais voilà. Et là, ça semble un petit peu tourner. Ils avaient un Pilio où ils étaient en sous-performance aussi. Donc, si ça lisse vers la moyenne, il devait finalement commencer à gagner des matchs que normalement il devait perdre. J'ai bien aimé l'attitude. J'ai trouvé que c'était un Lausanne qui était assez, travailleur, qui allait chercher sa victoire en faisant ce qu'il sait faire. Tu parlais du jeu de transition de Fribourg ou des entrées de zone. Il me semble que les entrées de zone de Lausanne sont pas mal. En zone contrôlée, ils arrivent assez bien à sortir le puck. Jules Glauser, bonne paire de défense. Il y a forcément des choses qui sont encore à corriger. J'ai trouvé que le gap de Genadzi sur le but de Bikov, par exemple, où il part en reculant, c'est pas excellent. Peut-être que Pilot, même s'il est flashy, des fois, il y a quand même, on l'avait déjà mentionné, il pourrait être un peu plus responsable défensivement, mais Lausanne a gagné ses 2 matchs, donc ses 2 derniers matchs, donc il faut pas non plus voir que le négatif. Non, surtout pas. C'est quelque chose qui sonne négatif mais qui est positif. Dans le grand jeu de qui va jouer en première ligne avec Suomela, maintenant c'est Fuchs, la nouvelle tentative de Jeff Ward. On dirait que c'est vraiment chacun son tour. C'est qui n'est pas encore allé jouer avec les deux là. Mackay, c'est à toi. Kenins, vas-y. Toi, tu fais la roue. Ouais, c'est vrai, c'est Jason Fuchs a gagné au tirage. Je suis vraiment pas convaincu par cet alignement-là. Est-ce que, à part ça, est-ce qu'on est convaincu par Jason Fuchs d'une certaine manière ? C'est pas forcément. Par le joueur, j'ai rien à dire. Oui. Moi, c'est Jason Fuchs à l'aile avec lequel j'ai un plus gros problème qu'avec Jason Fuchs au centre. Jason Fuchs au centre, j'aime mieux. À l'aile, c'est plus compliqué. Là, Fuchs n'a fait pas une très grande saison. Il avait 2 points sur les 10-12 derniers matchs.
est-ce que c'est aussi un moyen d'essayer de le relancer, de pouvoir peut-être redonner une responsabilité un peu plus haute avec Théo Rochette qui a été descendu dans l'alignement en disant si on remonte Théo Rochette, il y a une place à l'aile, il y a une place au centre en moins, donc faut trouver où faire jouer Jason Fuchs. Tu vas pas le faire jouer en 3 parce qu'Jaeger est parfait à cet endroit-là. Exactement. Almond en 4 est parfait, donc faut bien le faire jouer. Je comprends tout à fait la problématique là derrière. C'est une problématique qui est plutôt relativement intéressante aussi. Ça veut dire que tu as un peu de profondeur. Donc, c'est de se demander si tu dois mettre un très bon joueur au centre ou à l'aile. Voilà. Mais je disais, moi, Fuchs, il me déçoit un petit peu dans son. On parlait de Ria qui revient un peu plus dans le jeu. Je crois qu'on sent qu'il est un peu plus impliqué. Fuchs, on a l'impression qu'on le voit un poil moins sur les statistiques, peut-être que dans le jeu, mais j'ai l'impression que le jeu, les stats avancées sont pas forcément ça, quoi. On n'a pas l'impression que l'œil et ce qui se passe vraiment sur la glace, c'est différent, quoi. Du coup, je sais pas comment faire, et en même temps, tu me diras, ils viennent de marquer 10 buts et en ont encaissé 4 contre Zug et contre Fribourg, qui sont juste premier et deuxième au classement. On va pas commencer à chercher la petite bête. Par contre, justement, c'est pour ça que je dis ça peut sonner négatif, mais au contraire, je vois tout ça comme chose assez positif. C'est que Lausanne joue bien, Lausanne a du volume et Lausanne gagne des matchs tout en ayant une première ligne qui est perfectible ou qui est pas encore au top niveau, on va dire. Ouais. Donc moi, je le vois vraiment comme quelque chose de positif. L'une des questions qu'on doit quand même se poser maintenant, il n'y a pas un joueur qui a été enrôlé il y a 2 semaines pour aider Suomela et lui amener quelque chose, parce que Suomela, on ne sait pas qu'en faire et c'est compliqué. Ah, pas là. Sans mauvais jeu de mots. Non. On l'engage pour soutenir Suomela, puis du coup, maintenant, c'était Jaeger avant, maintenant c'est Fuchs, mais puis le joueur que vous avez engagé pour le mettre là, vous en faites quoi? On a l'impression que j'ai l'impression que c'est toujours un problème de riche, finalement. Tes 2 défenseurs, tu les changes pas. Suomela, tu pars du principe que c'est OK. Après, ça se joue donc. Ces 4 vont vers le mieux, je pense, au-delà du but qu'ils ont chacun marqué hier. J'allais dire, j'étais plus sur Sekac que sur Kovacs, mais je suis complètement d'accord avec toi. Kovacs, d'ailleurs, juste au passage, il me semble qu'il a mis un protège-coup. Peut-être, est-ce qu'il l'avait déjà avant aussi? Fuchs, je sais qu'il a ce protège-coup. Et je me demande, tout d'un coup, j'ai regardé si Lausanne avait insisté pour que tous ces joueurs portent des protège-coups à la suite du décès d'Adam Johnson. J'ai juste vu ça et je me disais, tiens, je trouvais intelligent de la part de ces joueurs de se dire, bon, ben voilà, on a le protège-coup. Donc, OK, tu me montres... En tout cas, sur une photo d'archive à Eurebro, il l'avait. Par contre, justement, sur cette thématique, Jaeger et Wallmark en ont mis un très récemment. Je trouve ça super. Je trouve que la suite de ça. Il faut être plus malin que le côté un peu non, ça me dérange, ça me gratte, j'aime pas, et puis nous on est des joueurs de hockey, blablabla. Ça gratte un peu moins qu'une lame, je pense. Exactement. Pour revenir, je trouvais que ces catchs effectivement va mieux, mais après tu peux pas non plus relancer 53 personnes. Enfin, tu prends les meilleurs, et je suis tout à fait d'accord avec toi sur Apala. Salomeki, puis finalement, est-ce que Salomeki, tu parlais d'Jaeger qui est bien, est-ce que finalement cette ligne elle va bien aussi? Donc, t'es content parce qu'il fait un travail qui est différent. Ouais, je suis d'accord. Et finalement, Fuchs, il a l'avantage qu'il a, outre le fait que c'est un bon joueur, c'est d'être suisse. Et puis de pouvoir remplir ce rôle-là sans que ça péjore le reste. Et je suis complètement d'accord avec toi. Mais honnêtement, qui je sors maintenant de l'alignement pour mettre Apala? Et moi j'insiste, mais Kovacs il va bien en ce moment. Il est efficace, il produit, ce qui n'était pas toujours le cas depuis le début de la saison. Et quoique il a rarement, il a eu une fois une série de 4 matchs sans points, mais globalement il a toujours fait plus ou moins ses points. On rappelle quand même qu'il a 17 points en 22 matchs. Robin Kovacs. Mais c'est drôle, à part ça, quand tu l'énonces comme ça, tu m'aurais posé la question, il a combien Kovacs de points? Je t'aurais dit peut-être comme ça, je sais pas, 12. Donc, pour dire... Il a 8 sur les 10 derniers. Pour moi, c'est vraiment positif. Justement, mais moi, j'ai vraiment, on le disait l'année passée que lui, ça semblait, ce que j'en entendais aussi, c'était le cas, être un bon joueur d'une bonne équipe et un joueur moyen d'une équipe moyenne. Et ça se confirme, cette saison, Lausanne va globalement bien. C'est le Schönwetterspieler, tu dirais? Ça se dit, je sais pas comment ça se dit en suédois, mais en tout cas en allemand, ouais. Et même quand Lausanne a eu un trou complètement inexplicable, parce que dans les statistiques, ils étaient excellents. Très récemment, là, avant cette bonne série, il y a eu un trou un peu. Ça a été difficile au début, ça allait très bien après. Puis tu dis, là, ils sont lancés, puis il y a eu ces 4 matchs compliqués.
On n'a pas compris pourquoi. Puis là, justement, c'est dans ces moments-là que tu attends qu'un Kovacs il vienne. Et c'est là où il a un petit peu des moments un peu de creux. Mais moi, Kovacs, je touche pas. C4, je touche pas. Soumela non plus, les défenseurs étrangers non plus. Moi, je sors Salomaki. Par contre, et là, tu as totalement raison. Ça veut dire que si tu enlèves Salomaki, tu coupes ta troisième ligne qui va tout à fait bien avec Boson qui marque beaucoup de buts. Oui. Boson et Jaeger, ça va bien. Est-ce que Fuchs va avec ces deux-là ? Et voilà. Pas sur une troisième. Moi, c'était bien ça. C'est de te dire que tu l'as dans ton top 6, mais si tu veux lui offrir un rôle de checking line, ça n'existe plus, mais on se comprend. D'une ligne qui est capable d'assurer défensivement contre une forte ligne adverse. J'ai l'impression que c'est contre-intuitif de mettre Jason Fuchs. Ouais. Non, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'en fait, je pense que la solution, c'est de mettre Apala à cet endroit-là. Je suis assez convaincu de ça. Par contre, je sais pas comment le faire. Et j'en ai pas parlé avec Jeff Ward parce que je suis pas allé à l'entraînement de l'HC ces derniers temps. Mais je pense que si on parle de ça, je sais pas, hein, peut-être qu'il y a juste d'autres raisons qui font que. Mais on pourrait en arriver à cette solution en disant, oui, c'est pas optimal parce que notre première ligne, elle marche pas autant qu'on le souhaite. D'ailleurs, on est en train de faire des essais, on a mis Jaeger, on a mis Fuchs, etc. En même temps, on gagne des matchs. Donc, est-ce que vraiment, il faut se poser trop de questions ? Et si tu te rappelles, c'était ce qu'on disait au moment où Fribourg gagnait ses matchs en ayant 2 bonnes lignes et une troisième qui tournait pas. Oui. Et on disait, mais est-ce que vraiment tu dois changer cette alchimie qui existe sur 2 lignes pour faire marcher ta troisième au risque que tes 2 premières ne fonctionnent pas ? Et là, l'alchimie globale des 4 lignes fonctionne. J'ai l'impression que chaque ligne a son rôle. Ouais. Même si le rôle de la première ligne est pas si bien tenu, c'est perfectible. 2, 3 et 4 fonctionnent bien. Et malgré cette première ligne perfectible, ils gagnent leur match. Là, alors, simple réflexion comme ça, mais tu vas peut-être démonter ou me dire non mais j'en ferai Moi je dis jamais ça. T'as fumé quoi ? Et c'est de se dire, est-ce que Boson, on l'a mentionné en disant qu'il connaît une saison vraiment exceptionnelle. Voilà, il a quoi, 8 buts ou 9 buts jusqu'à présent ? 8 buts. 9 même, il en a marqué 2. Il est le meilleur buteur du club. Est-ce que tu te dis, vu que c'est un travailleur, vu que c'est un gars qui va gratter, est-ce qu'il peut t'amener ça sur une première ligne ? Mais on en revient toujours à la même chose. Alors ok, tu le mets là, Pitreski, la personne c'est Fuchs. Alors tu mets Salomeki, Jaeger, Fuchs. Puis tu regardes si ça va. Donc on a l'impression qu'il y a toujours, si tu veux améliorer quelque chose, tu risques de faire péricliter quelque chose qui marche bien. On aurait tendance à se dire, tu gardes la main chaude, tu continues tant que ça marche bien, et puis si ça va pas, là tu fais un changement. Surtout qu'en début de saison, la ligne Fuchs-Rochetria était pas incroyable. Non. Parce que là, tu aurais une solution très simple. Parce que C4 sur une troisième ligne qui amène justement à la fois de l'activité offensive et en même temps un peu de poids dans les bandes. C4 sur une 3 à la place de Salomaki. Là, tu pourrais mettre Fuchs avec Rochetria et hop, tu as une place pour Apala sur ta première ligne. Ça pourrait être une option. Ouais. Mais la ligne avec Rochette au centre de Fuchs à l'aile et Ria, je ne l'avais pas trouvée. Elle avait été assez efficace. Ils avaient marqué des points. Mais d'ailleurs, ils ne sont pas restés. Si ça avait si bien fonctionné que ça, ils auraient continué. Hein. T'as raison. Mais ça, c'est une des pistes, je pense, qu'on pourrait à terme explorer, de sortir Salomaki de la 3 et puis de mettre C4 à cet endroit-là. Mais on en revient à ce qu'on dit depuis 5 minutes à peu près. Lausanne gagne ses matchs et joue bien et produit du jeu. Donc en fait là peut-être qu'on est en train d'essayer de vouloir réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Moi c'est un peu le sentiment qui prédomine quand on parle de ça. Et point dont on a beaucoup, excuse, je t'ai coupé la parole. Non, point dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, la gestion des gardiens. Maintenant c'est Pouyanovs qui joue 2 de suite durant les 2 matchs. Rien à lui reprocher, au contraire. Contre Zug il est très bon. Oui. Contre Fribourg, les buts qu'il prend. Tu parlais avant de celui de Bikoff où Genadzi lui laisse un peu de place. C'est un tir, il est quand même. Je me demande s'il n'est pas un tout petit peu touché, je suis pas sûr. J'ai l'impression qu'en fait, ça faisait comme une rampe, puis que ça l'accélérait dans la lucarne. Mais après. En tout cas, je viendrai pas le blâmer là. Mais par contre, la gestion des gardiens ces 3 dernières semaines, c'était un monstre challenge pour Lausanne HC. Absolument. Rappelle-toi qu'au début, au moment où Hughes se blesse, on parle de faut-il engager un étranger ? Ils l'ont pas fait. Ils se sont restés calmes en disant ok, on fait venir Pache, on regarde ce qui se passe. Pache a gagné les matchs. Ça les a sauvés, ça les a aidés. Parce que justement, chaque match que gagnait Pache, ça faisait gagner 3-4 jours.
Pour Connor Hughes, sur sa récupération, exactement. Et là, il est encore à 2 semaines d'un retour de sa blessure. Donc, il lui reste encore une bonne semaine et demie. Il va devoir revenir sur la glace, remonter en pression, on va dire. Mais il y a moins de pression, justement. Complètement. Lausanne a gagné ses matchs. Pache a joué, ils ont fait jouer Pache un bon nombre de matchs. Et là, maintenant, hop, ils se rendent peut-être aussi compte qu'à 20 ans, tu peux pas jouer tous les matchs à la suite en National League. Complètement. Et donc là, de le faire peut-être redescendre un tout petit peu, aussi de le faire souffler, parce qu'il a vécu pas mal d'émotions, j'imagine. Il a joué énormément de matchs. Je pense que ça doit pas être évident pour un jeune gardien de 20 ans, justement, exactement, de gérer cet aspect-là. Hop, on remet Poulenovs dans un match pas facile, hein. Mais il y avait, en fait, vu là, le trou dans lequel qu'il avait creusé, c'était quasiment impossible de se dire il y a un match facile. On aurait de la même manière trouvé toutes les réponses. À part peut-être éventuellement un match à domicile contre Ajoie, sans être méchant. Non, ça aurait été un piège ultime. Mais voilà, on aurait trouvé quelque chose à dire. Ouf. Mais c'était assez optimal, si j'ose dire, c'est que Lausanne va perdre à Rapperswil vendredi. Du coup, t'as une légitimation, je sais pas comment dire légitimité pour dire bon ok, Pache vient de perdre son match. Ça veut pas dire qu'on est en train de lui dire que c'était sa faute. Rien à dire. Ok, à toi Ivars. Montre-nous ce que tu sais faire. Ça fait un moment que t'es sur les plots, donc et ça s'est bien passé. Il lui redonne un deuxième match derrière, et je trouve que ces 3 dernières semaines ça a été très bien géré. Alors tu me diras, on est aussi nous là, on essaie de pas trop le faire, mais à juger les résultats. Si Poulenovs prend 3 shoots, 3 goals samedi contre Zug, on dira mais quelle connerie d'avoir mis machin. Oui, en fait les résultats ont donné raison à la décision qui a été prise. Alors, une connerie d'avoir mis Poulenovs sur 3 shoots après la défaite de Pache, finalement, du jeune Pache à Rapperswil. Je trouve que tu l'as très bien expliqué. C'était presque... c'est pas idéal, mais dans cette configuration-là, dans ce monde-là, avec ce qui se passe, dans cette gestion des gardiens, c'était le meilleur moment, finalement. Absolument. De dire... Encore une fois, c'est Poulenovs. Il a de l'expérience. Ils ont aussi dit qu'il avait joué avec la Lettonie. Ça lui avait fait du bien de se changer les idées, tant mieux. On parle pas d'un gardien, un jeune gardien de National League. Non, on parle d'un gardien expérimenté où tu lui dis, écoute, t'es quand même bon à Langnau. On compte sur toi. Enfin, on peut te donner un match contre Zug sans que ce soit une catastrophe puis on tremble des genoux, quoi. T'allais dire un gardien lambda, je t'aurais rétorqué lambdas. Du coup, c'est un acte manqué terrible quand tu t'es repris sur ce... Mais bon, tant pis, j'ai quand même... L'œil qui frisait. Lambdas. Donc ça, je voulais aussi le mettre en avant, parce que justement, c'était un gros point d'interrogation pour Lausanne et ça a été magnifiquement géré. Le week-end qui vient. Voilà, c'est un week-end de derby pour le Lausanne HC qui se rend à Bienne samedi et qui accueille Ajoie dimanche. Puis 2 jours plus tard, Langnau vient à Lausanne. Donc 3 matchs en 4 jours, 3 matchs contre des équipes du bas de tableau, faut quand même le dire, même si Bienne, et puis Langnau aussi, hein, et pas... Mais 2 matchs à la maison. C'est quand même 10, 12 et 14 les 3 adversaires si on regarde froidement les chiffres. Tu as raison. Voilà, Lausanne est dans une phase assez ascendante actuellement, donc il y a tout pour bien faire. Tout pour bien faire, mais on se gardera bien de dire qu'ils doivent faire 9 points à venir sur les derniers matchs. Non, je dirais que le week-end pour eux, en tout cas si on fait abstraction du match contre Langnau de mardi, c'est est-ce qu'on peut dire que si tu fais 3 points sur ce week-end, t'as quand même fait un week-end qui est correct? Non. Pas quand t'accueilles Ajoie. Ça veut dire que tu penses qu'il faut faire... C'est le minimum syndical. Non, je pense que maintenant tu dois viser un petit peu plus haut. Okay. Avec ce programme-là et avec surtout le jeu qui est proposé. Parce que pour moi, ce qu'on voit depuis quelques temps, c'est exactement ce qu'on attendait de Lausanne dans ce début de saison. Je pense qu'on les met les deux entre 5 et 8 ou 5 et 7, je pense. Moi, je crois que je suis hors du top 6, mais effectivement... Moi, je crois que je les mets juste dans le top 6. Ouais. Mais de toute façon, on avait dit avant, toute l'avant-saison, on n'a pas arrêté de dire. Hein, il y a les 3 premiers, il y a les 2 derniers, puis au milieu, on regarde ce qui se passe. Mais moi, nous deux, on avait mis plutôt moyenne supérieure dans ce groupe des Viennes. Ensuite, Lausanne joue vraiment à ce niveau-là. Ouais. Juste derrière les 3 premiers, mais Lausanne est très très solide. Je suis déçu que tu n'aies pas mis le générique de la Ligue des Champions à ce moment-là.
Bon, pas celui de hockey parce qu'on connaît pas, hein, mais le vrai. Le générique du foot. Le vrai. Mais du coup, on passe aux équipes engagées en Ligue des Champions, donc Rapperswil. Pardon. Rapperswil est qualifié pour les quarts de finale. On rigole comme ça. Hein. J'ai eu un rire. Je trouve que c'est presque irrespectueux envers Rapperswil. Non, de ma part. Non, Bienne et Genève. Je te propose qu'on commence par Genève qui s'est imposé contre Munich 3-1 après avoir perdu d'un but à l'aller, gagné 2 buts au retour. Donc Genève est qualifié pour les quarts de finale. Contre les Vexio Lakers, ça sera un sacré test. 2 fois champion sur les 3 dernières années en Suède. Ouais, puis qui ont, je crois, invaincu jusqu'à présent aux Champions. Enfin, ouais, c'est... Quand on parle de matchs de Coupe d'Europe, des fois, effectivement, c'est pas pour faire injure à Munich, avec comme entraîneur Tony Söderholm qui était l'entraîneur de Berne aussi. Donc, c'est vraiment... C'est bien, hein. Mais... Pour moi, la Champions, c'est justement d'essayer des fois de battre des Tappara Tampere, des Växjö, des Frölunda. Tout d'un coup, ces clubs suédois et finlandais qui, en général, vont au bout. Et là, d'arriver... on verra en quart de finale, mais je trouve que le challenge est intéressant, en tout cas. Et j'espère que le public se dira là, OK, on peut vraiment... on veut une patinoire pleine parce que ça, c'est des matchs de Coupe d'Europe qui sont chouettes. Rapperswil, tu mentionnais, ils vont jouer contre Vitkovice, ça sera vraiment très difficile pour eux aussi. Et on verra si le fait d'être bon en Coupe d'Europe... je me rappelle aussi Fribourg qui était à la demi-finale et qui avait fait dans son caleçon en fin de saison parce que c'était compliqué. Est-ce que c'était avec Larry Huras de mémoire? Je me dis ça, mais maintenant je sais plus si c'est ça. Ils étaient à la demi-finale, mais par contre ça avait été compliqué en championnat. On verra si ça se répète pour Rapperswil, mais Genève là, c'était... ils ont pas écrasé Munich, mais honnêtement, dans le jeu, le Niederberger, il a dû s'employer, hein, parce que... Ouais, puis c'est malheureux parce que c'est lui qui coûte le match à la fin. Oui, sur le goal de Richard. Mais oui, j'allais dire que j'ai contrôlé pendant que tu parlais, mais en fait, il n'y a pas de Coupe de Suède de hockey. Parce que mais ça, ils ont la Champions League en fait. C'est leur coupe de Suède. C'est à la fin, c'est un des nôtres qui gagne. Il y a eu 2 fois un Finlandais qui est venu là, Jupp qui est venu en 18 et puis Tappara l'année dernière, mais Fertic, là, cette année, c'est de nouveau un Suédois. C'est 9 éditions, cette fois la Suède qui gagne quand même. Ils ont failli gagner l'édition annulée pour Covid. C'est aussi une des années où ils n'ont pas gagné, mais à part ça, ils gagnent tout le temps. Donc oui, jouer le champion de Suède en Champions League, c'est un immense challenge pour Genève. Mais Genève a fait du bon hockey contre Munich. Et il ne faut pas sous-estimer Munich. C'est une bonne équipe. Ça joue généralement assez... nord-américain, on va dire, dans l'esprit en DEL, et cette équipe-là est typiquement dans cette optique-là. Leur gardien a été excellent, c'est clair, pendant une très 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 longue partie de la soirée, il les a tenus dans le match. Finalement, il y a ce but de Tanner Richard en vieux renard qui va piquer le puck derrière la cage au gardien et qui marque dans la cage vide. Il y a surtout le but de Teemu Wartikainen à la Teemu Wartikainen à, qu'est-ce qu'on va dire, à 1 mètre du goal, puis il l'envoie dans la lucarne. Le mec, j'ai mis dans mon papier l'imbougeable Teemu Wartikainen, parce que, et on en parlait encore avec Marco Miranda sur le plateau des Pécalistes. Je dis pas qu'il a des étoiles dans les yeux, mais il disait, mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Il a une telle puissance, une telle solidité sur ses patins qu'il disait, déjà, tu lui piques pas le puck. Alors, quand il est placé comme ça, puis qu'il est... On a l'impression que tout tourne bien. Il est vraiment... ce genre de goal, on l'a beaucoup vu la saison passée, en fait, d'Artikainen, j'ai l'impression. Absolument. Que ça a un peu débloqué la situation. Puis après, Joris et Richard qui viennent. Et c'est là que tu vois la profondeur du contingent de Genève. De se dire que, c'est pas forcément Maninen, c'est pas Winnick, Phil Poula et tout. Ils ont fait leur match, ils ont tous dominé. On doit mentionner en fait que Theodor Lennström aussi, on a appris, mais peut-être qu'on en parlera juste après, qui est blessé, qu'on verra pas en 2023. Mais ça n'a pas eu d'impact forcément négatif parce qu'aussi il y a un Tim Bernie qui est là. Non, franchement... La question, c'est est-ce que Genève va devoir de nouveau réagir sur le marché des étrangers ou pas, mais ça, je pense que c'est trop court terme, c'est presque pas assez long. On croirait une blessure à Hockey Manager où tu dis est-ce que tu utilises un transfert ou pas? Mais complètement. Je sais pas trop. Mais
Genève donc se qualifie pour le prochain tour, ce sera début décembre. J'ai pas vu, en théorie, match aller au Vernet, match retour en Suède. Oui. Mais on sait aussi des fois que les matchs de Ligue des Champions, c'est pas aussi systématique qu'en foot, où des fois ils peuvent inverser un match parce que l'arène de sur place a un problème. Je sais pas, peut-être qu'il y a Johnny qui vient au Vernet ou un truc. Non, au Vernet, ce sera pas un problème. Il y a rien d'autre qui Puis peut Johnny, être... ce sera pas un problème. On sait jamais. C'est pas la tournée d'adieu là qui va être. Un hologramme alors, tu te dis. Mais, au Vernet, ils peuvent pas organiser grand chose. Donc je pars du principe que la piste de glace sera libre. Ouais. Et pas inondé. Mais je sais pas ce qui se passe en Suède et ça peut-être forcer une inversion. J'en sais rien, hein, mais dans le sens. Mais en théorie, Genève accueille et va en Suède pour le match retour. Et avant ça, il y avait eu ce match contre Bienne, finalement, cette victoire 5-1 de Genève aussi qui avait amené. On va dire, c'était pas porteur d'espoir, mais c'était un solide match de Genève, victoire 5-1. Il y avait eu un doublé de Pouliot, on avait vu un bon Maninen. Il n'y avait pas grand-chose à jeter ou à dire de négatif de cette victoire à l'extérieur. Non, je suis d'accord, mais c'est un peu le fameux, pas théorème de Colfax, mais mieux vaut gagner le dernier match que tu as joué avant qu'on enregistre, parce que sinon on va être négatif. Et on a toujours tendance à réagir comme ça, mais c'est quand même 3 défaites en 5 matchs pour Genève Servette. Mais il y a cette belle victoire contre Bienne, certes, mais que vaut une victoire contre Bienne en fait? C'est un peu ça la question, moi j'arrive pas à savoir. Ouais. Parce que si tu regardes le classement, tu dis ils sont allés gagner à Bienne, mais Bienne ils ont 1 point par match depuis le début de saison, 22 matchs, 25 points. Genève qui en manque de points, heureusement qu'ils sont allés gagner là-bas. La veille, ils ont perdu à la maison contre Lugano. Ils ont perdu contre Zug après prolongation. Ça reste vraiment, vraiment compliqué. C'est un coup oui, un coup non depuis le début de la saison. Et oui, cette victoire, elle est belle à Bienne, mais j'arrive pas à en sortir convaincu pour autant, je dois t'avouer. Il faut que les étrangers... je te dirais même, les étrangers, ils font leur job. J'ai l'impression que Praplan aussi connaît un passage plus compliqué en ce moment. Là, on a vu Richard et Joris être buteurs, ce qui est plutôt bien pour Genève, justement, d'avoir un peu des goals qui viennent Pouliot aussi, des goals qui viennent de partout. Et que pas seulement, comme on disait avec Fribourg, quand tu avais tes 2 lignes qui marchaient bien, voilà, là, il a mis Miranda avec les 2 Finlandais, avec Maninen et Artikainen. Est-ce que Miranda est un super buteur? Non. Est-ce qu'il va aider la ligne? Je crois que, en tout cas, ça l'affaiblit pas. Maintenant, à voir à terme si c'est la bonne combinaison. J'ai l'impression que Yann Cadieux est encore en train de chercher le truc idéal de ce... Miranda, il fait une saison qui est assez décevante en termes de points. Moi, j'en attendais beaucoup plus. Ouais. Je suis allé revoir mon équipe hockey manager du début de saison. Je l'avais dans mon équipe au jour 1, parce que moi, je m'attendais vraiment à vivre une belle saison de Miranda. Je l'ai vite dégagé pour prendre Turkov à la place, ce qui n'était pas une mauvaise idée. Mais de le voir là, c'est pas totalement surprenant. Je pense aussi, ça peut aussi être un moyen de se dire, faut qu'on relance Miranda, faut on sait qu'il a les capacités pour jouer avec des joueurs de très haut niveau comme le sont Maninen et Artikainen. Donc à cet endroit-là, c'est clairement une piste en tout cas. Question qui va quand même gentiment se poser avec la blessure de Lennström, tu l'as dit avant, blessé jusqu'à début 2024, mais ils sont pas plus précis que ça. En tout cas, on le revoit pas cette année, c'est sûr. Est-ce que ça veut dire que tu replaces Mike Fulmin derrière? Parce que Mike Fulmin a joué longtemps à l'aile en championnat, est-ce qu'il faut le remettre derrière? Et qu'est-ce que ça change à cet endroit-là aussi? Praplan a été redescendu sur une 4e ligne. Il y a pas mal de petites choses qui bougent justement. Oui, mais parce que le contingent de Genève est pléthorique aussi. Le contingent le permet, c'est clair. C'est aussi finalement un témoignage de la qualité du contingent de pouvoir se dire tiens, parce que si on reprend Vatanen, Berny, Carrère, Lecoultre, on a encore Jacquemet, effectivement on avait Lennström, mais t'as encore Maurer. Parce que à cause de Lennström, il y a quand même... Ils peuvent faire face. Ils sont pas là à se dire on doit absolument aller chercher quelqu'un parce qu'on va devoir descendre Winnick comme défenseur. Déjà, ils ont le contingent pour. Donc, je me dis que là, ils doivent pouvoir à l'interne régler cette situation. C'est pas idéal, mais c'est pas la
pire non plus, j'ai l'impression, parce que justement, ils ont fait l'acquisition de Bernie. Puis tu peux redonner des... Carrière Lecoult, c'est quand même des, des internationaux. C'est pas des joueurs où tu te dis, tu serres les fesses en disant on va monter les jeunes et puis on espère qu'ils vont pouvoir tenir le choc. Non, on a l'impression qu'on sait ce qu'on a avec ces joueurs-là et qu'il y a pas mal d'équipes qui seraient très très contents de les avoir dans leur contingent. D'ailleurs, vendredi, pour la suite du programme, déplacement à Ambry, on l'a dit avant dans les pronostics. C'est jamais facile les jouer à Ambry, surtout quand ils ont gagné 7 matchs de suite comme c'est le cas actuellement. C'est l'équipe en forme du moment, Ambry. Ils font pas beaucoup de bruit à part ça, et je l'ai écrit dans ma newsletter du jour. Sauf dans la patinoire. Voilà, j'ai écrit dans ma newsletter du jour. Quelqu'un m'a parié avant la saison qu'il faisait top 6. Puis j'étais là, tu m'as l'air bien optimiste pour ce top 6. Ouais. Pari tenu, pour l'instant pari tendu. Mais après le déplacement Ambry, réception de Berne à Genève le lendemain. C'est pas un week-end hyper simple pour Genève. Mais on disait 3 matchs en 4 jours. Exactement. C'est pas simple, mais à un moment, c'est ce que tu disais aussi pour Lausanne avec le déplacement à Bienne. Il faut aller chercher les points. Est-ce que le Genève peut se contenter de faire juste 3 points sur ce week-end? Pose la question à qui tu veux dans le vestiaire, ils te répondront probablement non. Et voilà. Donc après, est-ce que si tu vas empocher 3 points à Ambry, par exemple, comment tu réagis contre Berne? Est-ce que tu as un peu les jambes lourdes? Genève actuellement dans une situation, tu peux pas réfléchir comme ça. Genève est une équipe qui doit finir top 4 cette saison régulière. Avec un contingent pareil, si Genève finit pas dans le top 4, c'est qu'il y a eu un problème dans la saison régulière. Tout à fait. Actuellement, Genève a 34 points et à 1,54 points par match. Ils doivent clairement hausser le rythme s'ils veulent arriver dans le top 4. Et là, maintenant, c'est un peu le moment où tu dois commencer à enchaîner une série, une première série dans la saison où tu t'en gagnes 3 ou 4 de suite, puis tu fais vite 10-12 points qui font que justement cette première barre elle peut déjà être enjambée, puis tu peux commencer à éviter de laisser le top 4, et je dis 4 à dessein parce que Zurich est 3e avec 9 points d'avance, et ça veut déjà plus ou moins dire que le début de saison un peu compliqué de Genève fait que t'as peut-être plus l'avantage de la glace en demi-finale. Tu me diras, on réfléchit beaucoup trop loin, mais en même temps, on parle du champion suisse en titre. Hein. Ouais. On parle pas d'un roman qui espère passer une fois les quarts de finale. T'as tout à fait raison. Quand t'es champion en titre, tu dois viser... le titre, j'en sais rien, mais tu peux viser au moins aussi bien que la finale, au moins la finale, et de pas avoir l'avantage de la glace en demi-finale, ça devient un petit peu désagréable. Donc là, ils doivent vraiment, vraiment vite commencer à enchaîner. Même si ils sont bons à l'extérieur en ce moment, hein, ils ont un peu inversé la tendance. Ils étaient invincibles à la maison, puis cata à l'extérieur, puis maintenant, ils sont plus invincibles à la maison, mais ils sont excellents à l'extérieur. Donc voilà, on passe à Bienne. Là, tu disais tendu avant pour quand tu parlais de ton pari à propos d'Ambry, mais à Bienne, c'est tendu parce que on se retrouve avec un Yannick Radgeb qui est au centre. Est blessé en Suède, il est pas allé jouer le match de Coupe d'Europe parce qu'on commence bien à être éliminé en Coupe d'Europe. Donc on va pas parler des heures là-dessus, mais donc ouais, il y a Radgeb qui se retrouve au centre, il y a Matikainen qui commence à taper du poing sur la table, il me semble. Chaque fois que je lis une déclaration, c'est ceux qui sont pas contents, ils peuvent aller se faire voir. Je sais pas ce qui... Ouais, 3 victoires en 5 matchs, hein, par contre. On va quand même commencer par le positif. On va parler du positif aussi. 3 victoires en 5 matchs. Mais après, il faut voir les victoires. Tu peux le voir des deux côtés. Mais quand tu vas gagner à Cloton après prolongation, en revenant à la 58e, en box-play sur un but de Gaëtan Haas, tu te dis, ouais, alors elle est bien tirée par les cheveux, celle-là. Mais elle est là. Donc... Mais c'est que 2 points. Là aussi, quand tu dis, t'es le vice-champion de Suisse, à Cloton, un Cloton qui finalement vire son entraîneur, est-ce que tu dois pas faire 3 points? Je pense que tu me dis, va poser la question dans le vestiaire de Bienne, puis tu verras ce qu'ils te répondent. Donc, évidemment que ça doit être mieux. Rayon de soleil aussi dans la grisaille biennoise, c'est le retour de Leuve. Oui. Ça, c'est vraiment, pour eux, je pense que c'est très, très important parce que Yakovenko, Leuve. Après, ça fait que Ville-et-Poca se retrouve. De fait, étant donné qu'il n'a pas prouvé jusqu'à présent qu'il était indispensable, loin de là, est-ce que
je sais plus, tu te rappelles combien d'années il a signé? Est-ce que c'était qu'une année avec une option ou est-ce que c'était quand même 2 ans? Je me souviens honnêtement plus. Mais j'ai l'impression que ça doit être l'une ou l'autre de ces propositions, mais il avait signé une année. Une année, donc on va dire qu'il y a moins de pression. Est-ce que peut-être tu peux trouver, tu dis écoute Villet, on va se quitter bons amis, ça n'a pas joué. On te retrouve un club en Finlande où tu vas pouvoir aller tranquillement finir la saison, puis ça va bien se passer. Et puis nous, on va chercher autre chose. Je me réjouis pour Bienne qui retrouvait Poniemi, parce que là, ça commence... Qui trouve, en l'occurrence. Ouais, exactement. Ouais. On le retrouver. T'as absolument raison. Depuis le mois d'août, je crois, est-ce qu'il a fait un peu de Champions, puis après, voilà. Ils ont quand même pas de bol. Ils ont Gaëtan Haas qui marque 2 goals, et puis derrière, il joue pas le match suivant. Donc, vraiment, on n'aime pas utiliser les excuses de « Ah ouais, mais les blessés et tout et tout ». Il n'y a aucun souci, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu chaque semaine où on dit « Ouais, mais quand même ». Bien, ils ont eu quand leur contingent au complet, en pouvant jouer peut-être le style de Matikainen, etc. Moi, j'ai l'impression que jamais, en gros. Donc, ouais, là, samedi, ils accueillent Lausanne. Puis vendredi, rappelle-moi maintenant le déplacement à Rapperswil et accueille Lausanne le lendemain. Ouais, c'est pas un week-end ultra facile, mais comme on dit chaque fois, il y en a jamais. Ouais. Mais quand même, moi j'essaye quand même de retenir ces 3 victoires en 5 matchs en championnat. Même si la défaite contre Genève, elle était assez compliquée. T'as l'impression que c'était une soirée un peu difficile pour Bienne. Mais si on regarde les 5 derniers matchs, le powerplay commence gentiment à produire du volume, en tout cas en termes de volume de shoot. Défensivement, il commence à donner un petit peu moins de chance aux adversaires. Offensivement, le volume commence gentiment à revenir. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a une tendance qui s'inverse gentiment du côté de Bienne. Il y a eu beaucoup de gentiment, hein. Ouais, c'est gentiment, ouais. C'est un peu le problème. Est-ce que c'est pas un peu trop gentiment, cette histoire? Mais Olofsson, oui. Par exemple, aussi. On nous a fait... on remarque est-ce qu'il a l'impact qu'il devrait avoir? On parlait aussi avant de certains joueurs. Tu parlais à Fribourg des leaders. J'ai l'impression que Olofsson fait partie des leaders de Bienne. Est-ce que, à l'instar d'un Kovacs à Lausanne, là aussi, quand tu disais il a 8 points sur les 10 derniers matchs, mais que on a un peu l'impression que c'est un joueur qui va être bon quand ça va bien aller. Donc, quand la H2O allait bien, Olofsson était bon, forcément, parce que ça marchait. Et qu'une fois que tout saute un petit peu, il a un peu de peine à se sortir et à tirer l'équipe vers le haut. Il était en tout cas renvoyé en tribune le jour où Matikainen s'est énervé, ou l'un des jours où Matikainen s'est énervé. C'est peut-être pas un hasard. C'est au lendemain de la défaite à Langnau, où là il a envoyé Künzle et Olofsson en tribune. Donc je peux clairement imaginer que Olofsson ne donne pas satisfaction. Il avait fait un doublé contre Davos, mais à part ça fait un moment qu'il est pas du tout efficace, Olofsson. Donc oui, c'est clairement un des problèmes de Bienne. L'arrivée ou le retour d'Eponiemi qui a commencé à repatiner, selon le journal du Jura de mardi. Eponiemi a patiné, Kunti, Derungs, la cavalerie arrive gentiment, là aussi gentiment. Parmi tous les joueurs blessés pour le déplacement en Suède, il y en a beaucoup qui étaient légèrement blessés. Ouais. Là encore, c'est selon le journal du Jura qui est allé à l'entraînement lundi et combien elle a pris. Donc là aussi, je pense que le contingent pour le week-end va être un tout petit peu meilleur. Je pense que ça va clairement aider. Si bien là aussi a besoin d'enchaîner aussi un petit peu parce que 3 en 5 c'est bien, c'est positif. Mais le problème, c'est que le trou qui a été creusé, il est immense. Là, actuellement, c'est 7 points sur la barre, sur les play-in du coup. Hein. Ouais. La 10e. La 10e place. C'est 9 points sur la 8e place. Donc là, c'est play-in, on va dire, le plus avantageux des deux. Donc ouais. T'as qu'un duel à gagner. C'est 13 points sur Lausanne. Et 13 points sur Lausanne qui carbure vraiment bien. Donc pour remonter 13 points sur cette équipe-là,
à mon avis, bon courage. Lugano et Ambry sont au même niveau, avec des matchs en moins. Donc, là... puis on disait Langnau qui marche pas bien. Si mal que ça. Donc, en fait, Bienne est à la place. Moi, dans un monde, je sais pas si c'est pas un monde idéal, mais en tout cas dans ma tête, je voyais Bienne quand même dans le top 6 et que donc Ambry plutôt à la place que Bienne occupe en ce moment. Et on dit souvent qu'il y en a. Quel est le gros qui va se prendre les pieds dans le tapis? J'ai l'impression que cette année, Rapperswil, on a de la peine à les considérer comme des gros, mais c'est un bon club. Mais Bienne faisait plus partie des clubs qu'on voyait vraiment en haut, quoi. Et justement, Bienne à Rapperswil ce vendredi, et c'est capital, parce que si tu perds celui-là, tu te retrouves avec 5 points de retard sur ton adversaire direct. C'est terrible de devoir commencer à compter comme ça, mais Bienne a chaque année réussi ses championnats. J'ai l'impression chaque fois qu'on disait c'est un peu l'exemple biennois. Et là, c'est vraiment, vraiment pas le cas. Et je pense que la question s'est déjà posée autour du coach dans les bureaux biennois. J'ai pas la certitude. J'ai pas Martin Schenegger qui me l'a dit. Oui, on a réfléchi à ça. Mais c'est évident que la question se pose. Et jusqu'à quand tu peux laisser la saison glisser et si tu vois pas un redressement dans le jeu. Là, j'ai l'impression que ces gens, comme je disais avant, il y a des signaux qui sont avant-coureurs d'un léger mieux, mais ça doit être beaucoup plus rapide. Et si ça vient pas vite, est-ce qu'à un moment, il va falloir réfléchir différemment? Je te propose qu'on en parle mercredi prochain parce qu'on en saura beaucoup plus. Avant de passer sur Ajoie, on avait une question qui nous vient d'ailleurs de Colombie. J'adore quand on a des personnes, des auditeurs qui sont dans des pays lointains par rapport à la Suisse, mais qui nous écoutent. Ça me fait... Ça fait longtemps que je suis pas allé voir justement sur SoundCloud où on peut géolocaliser les gens. Oui, la map. Les gens assez précisément d'ailleurs. Salutations du côté de Marbella, à celui qui nous écoute régulièrement depuis là-bas. Bonsoir messieurs, c'est toujours un plaisir de vous écouter, même depuis la Colombie où je vis depuis 6 mois. Petite question, éventuellement pour un épisode futur, du côté de Bienne, y a-t-il une forme de sanction auprès des joueurs sur le départ? Comme par exemple la mise en tribune de joueurs comme Künzle ou le replacement de Radgeb comme centre? Si oui, est-ce vraiment la bonne méthode quand on voit l'exode massif de joueurs, les performances à la baisse et le conflit interne qui semble régner entre le coach et ses joueurs? C'est l'impression que ça donne. J'ai pas la certitude non plus, mais c'est vraiment l'impression que ça donne. Alors Künzle, il avait été envoyé en tribune après, je disais juste avant, après le match contre Langnau, au même titre que Olofsson. Il me semble je crois que j'ai vu dans un truc, il était légèrement blessé. Künzle, c'est possible aussi? Toi, t'as vu ça ou bien? J'ai pas vu ça. Tu parles du match à la suite. Est-ce que c'était peut-être contre Genève? Est-ce que c'était parce qu'alors Künzle, je suis certain, c'est mes collègues qui l'avaient écrit, je l'ai traduit comme quoi ils étaient en santé et il avait rien d'autre à dire sur le sujet. Matikainen, Olofsson et Künzle. Moi, disons, au moment où Matikainen a été engagé, j'ai toujours l'impression qu'à ce micro, on essaie de pas tirer des conclusions hâtives. Moi, j'entends beaucoup de choses, je me renseigne beaucoup. On peut donner des tendances. Mais dès que ce nom a été annoncé, moi, j'ai une de mes personnes proches qui par ailleurs, connaît très très bien la Finlande pour en avoir le passeport, qui m'a dit mais ils rigolent à Bienne d'avoir engagé lui. Je dis je sais pas, non, en général je fais plutôt confiance aux personnes en place. Il me dit le background check a pas été fait sur lui et c'est incompréhensible que pour succéder à Törmänen ils ont engagé Matikainen qui est l'exact opposé, ça va pas fonctionner. Je dis RS ça va pas fonctionner. Est-ce qu'il y a un coach qui ressemble à Törmänen à part ça? Qui ressemble, j'en sais rien, mais qui pourrait être dans le même style, je peux imaginer que oui. Mais est-ce que c'était vraiment la volonté de casser avec l'air, entre guillemets, ou Törmänen, et de se dire on prend vraiment quelqu'un de différent et c'était sciemment fait, ou est-ce que le background check a pas été bon? Et moi, c'est quelque chose, la personne qui me dit ça, j'estime énormément son avis, mais moi quand on me dit ça, je me dis c'est pas possible, j'arrive pas à imaginer que un directeur sportif, et on parle pas de Schenegger versus les autres, il est meilleur, il est moins bon, il fait tout juste Schenegger. Un directeur sportif qui va engager son entraîneur, j'arrive pas à imaginer qu'ils se disent il est pas mal son dossier, il a fait un joli CV avec des couleurs, je vais même pas me renseigner sur lui. J'aime bien la police utilisée, c'est Choco Cookie, c'est intéressant. Sachant qu'il était policier, Matikainen, je trouve ça très rigolo. Je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais je note. Et du coup, j'arrive pas à imaginer que ça a mal été fait, que ça n'a pas été fait. Mal peut-être. Toujours est-il que il veut vraiment imposer sa patte et il avait dit très rapidement. Moi, je l'ai parlé qu'une fois.
j'ai voulu lui parler une seconde fois, c'était à Langnau. Et je pense que c'était mieux pour lui qu'il vienne pas parler, vu qu'il a refusé de venir parler. Il vous avait envoyé l'assistant. Hein. Exactement, qui avait été très bien. Hein. Moi, j'ai pas eu de problème avec cette décision-là. S'il veut pas venir aux interviews, je préfère avoir un assistant qui vient et qui me dit des choses intéressantes plutôt qu'un coach qui me répond oui, non, parce qu'il a pas envie d'être là et puis qui tourne les talons. Donc, je critique pas ce choix-là. Mais il se trouve que chaque fois que je suis à Bienne, il y a un autre sujet qui s'impose. Je parle pas au coach. La seule fois où je lui ai parlé, il m'a dit oui, Turmenan. D'ailleurs, il faudrait que je réécoute la bande parce que ça serait avec du recul, maintenant qu'on le connaît mieux, ce serait intéressant. Mais il dit je vais pas tout balancer ce qui a été fait, mais je suis aussi là pour mettre ma patte. Et à quel point il a trop envie de mettre sa patte, justement, et que ça peut bousculer les choses en place. Ce qui fait que ça brasse un petit peu. Et justement, là, l'idée de mettre en tribune ou de mettre en attaque un Yannick Redgeb qui n'a jamais joué en attaque ou presque, j'imagine, peut-être en junior. Puis au centre, tu sais, on avait vu des Bedzina ailier, on avait vu des Mark Streit ailier en NHL, en AHL. On était d'ailleurs assez surpris, hein, surtout après quand on voit leur carrière, quand ils sont rentrés en Suisse, ou même quand tout d'un coup, Mark Streit a été mis en défense en NHL. Et puis qu'il était vraiment très très utile à ce poste-là. Moi, c'est le côté centre qui me... Robin Grossman au centre, t'es là. D'accord, mais une des choses au centre, c'est quand même de prendre les engagements, c'est quand même un passage obligé qui est... ou un exercice qui est assez spécifique. Pas l'impression que les défenseurs travaillent beaucoup ce genre de choses. On est en National League. On n'est pas dans un truc de corpo où on met le gars, on met Yannick parce que Yannick, il est en défense, mais il peut jouer partout. Ça me semble quand même bizarre, quoi. Ouais. Puis après, comme tu le disais avant aussi, il y a quand même pas mal d'absences, puis il doit essayer de bricoler un peu comme il peut. Ça, je l'entends. Mais ouais, disons... On pourrait lui poser la question, mais il dira sûrement rien, comme quand ça a été posé la question sur Kingsley Olofsson. Si c'est une mesure de répression parce que les joueurs sont partis, ça m'a quand même l'air d'être un peu sous la ceinture, disons, ou un peu petit. Et je sais que Kingsley est proposé à gauche, à droite, mais personne ne le veut parce que il a signé à Zug pour la saison prochaine, donc il n'y a aucun sens. La seule question, ça va être est-ce que Kingsley va finir la saison à Zug ? C'est une vraie possibilité. Et à ce moment-là, tu peux peut-être éventuellement récupérer, je dis n'importe quoi, parce que... Enfin, c'est pas n'importe quoi, je dis pas Kovar, par exemple, parce qu'il y a encore un contrat. Hein, par contre, est-ce qu'un Alan Spar, par exemple... C'est le nom que j'ai, ouais. Que j'ai pas entendu, auquel je pense. Auquel on pense. Et on se dit que peut-être... Maintenant, c'est pas du tout le même profil. Donc... mais entre pas faire jouer un gars et d'avoir un nouveau joueur, vu qu'ils ont pris Barofner aussi, ils auraient peut-être... Ma foi, tu prends... La situation fait que, surtout, tu prends ce qu'il y a. C'est un peu... Mais j'ai l'impression qu'on l'a déjà traité souvent à propos de Bienne et ses fins de contrat. Hein, c'était que tu te retrouves à prendre un peu ce qu'il y a. Et que tu te bagarres sur des joueurs qui vont peut-être intéresser Cloton, qui vont peut-être intéresser Langnau, qui vont peut-être intéresser Ajoie, et plus forcément des joueurs qui vont intéresser Fribourg, Bienne, Zurich ou Zug. Et ça, c'est aussi finalement les conséquences de la gestion de ces contrats. Et si on reprend maintenant, on va un peu plus au nord du pays, et puis on parle d'Ajoie. Ah oui, je pensais que tu allais partir à Bâle. Non, on part à Porrentruy avec Ajoie qui, sur les 2 derniers matchs, avait pris un 8-4 à Fribourg. On n'a rien de dramatique en soi de perdre contre Fribourg. Et puis un 6-2 à la maison contre Ambry en ayant enlevé TJ Brennan et Eric Gélinas en disant « Aujourd'hui, j'ai bien envie de partir sans défenseur étranger. » Parce que, non, je pense que ça va être bien. Bon, Gélinas, quoi, il a marqué... c'est quasiment le meilleur défenseur en termes de points. Ces derniers temps, on va pouvoir gagner sans lui. Pas de problème. Ouais, c'est surprenant. Au-delà des points de Gélinas, c'est plutôt de la qualité défensive que ce genre de joueur amène. Moi, quand j'ai vu l'alignement, j'étais là, on est sûr de ce qu'on est en train de tenter, là. Fay, Scheidegger, Fischer, Thierry, Birbaum, Pilet, Pouilly. Tu te présentes sur la glace avec ces 7 défenseurs-là et en n'enlevant rien à aucun des 7 contre l'équipe en forme du moment qui a 6 victoires de rang
qui marque beaucoup de buts, qui est une équipe qui a le potentiel pour en marquer beaucoup. Tu veux outplayer Ambry offensivement en faisant jouer 6 attaquants étrangers. Je comprends honnêtement pas le choix de faire jouer 6 attaquants étrangers. Avec Pareil. un De Vos qui revient, mais du coup, t'as Hazen, Romanengi, Timashov, t'as De Vos Asselin qui joue avec Frossard. J'ai l'impression qu'il a voulu avoir une profondeur sur les 3 premières lignes, ce qui n'est pas une mauvaise idée dans l'absolu. Complètement. Mais au détriment de ta défense. Et est-ce qu'à un moment, il fallait pas se passer d'un des 6 puis de se dire, on joue plutôt à 5-1, 5 étrangers devant et 1 derrière, parce qu'on est à la maison, parce qu'on veut imposer notre jeu, ça j'entends. Et t'impactes ton powerplay aussi. Moi, c'est ça qui me... Alors déjà que ça t'impacte ton jeu à 5 contre 5, c'est clair. Mais en plus, t'impactes ton powerplay. Et dans une situation comme ça où on a... Je sais pas si on a loué, mais en tout cas, on a mis en avant les qualités défensives d'Ajoie qui étaient en plus... grâce aux statistiques, on voyait que c'était pas seulement, il n'y avait pas que l'œil, mais que c'était vraiment mieux qu'avant, que Ajoie était moins dominé, arrivait à mieux gérer tout ça. Et c'est pour ça qu'il y avait cette incompréhension totale c'est surtout que si c'est Zug qui décide de se passer de défenseur, si c'est Genève qui décide de se passer de ça et de faire confiance qu'à ces Suisses, tu te dis, ça peut passer. Honnêtement, ça peut être difficile. Hein. Je dis pas que Bengtsson et Hansson, tu peux faire, c'est pas grave, c'est bon. Mais la profondeur, le fait qu'il y ait des Geisser, des Stadler, même des Riva, je suis pas forcément fan, mais tu te dis que ça peut potentiellement encore le faire tellement tu veux faire offensivement. Mais là, est-ce que Ajoie peut se permettre de se dire, non, là, je renie à tout ce qui a plus ou moins marché ces derniers temps et je fais confiance à un autre système. Moi, c'est plutôt ça, c'est de me dire, est-ce que on peut faire ça? Pour moi, ça n'a aucun sens. Pareil. Alors, si on avait enregistré l'épisode avant le match, j'aurais dit exactement la même phrase. Complètement. En finissant en disant, mais bon, s'il gagne, ben, ce sera lui le génie et puis nous les ânes. Et nous, c'est lui le directeur, c'est lui l'entraîneur, Christian Volvend. Et nous, on est juste des journalistes et puis on est là pour analyser les trucs tant bien que mal. C'est lui qui sait, nous, on sait pas. J'aurais dit ça avant le match. Exact. Ben ouais, malheureusement, les faits n'ont pas aidé. N'ont pas aidé notre ami Christian Volvend, vu qu'ils se sont pris 6 buts à la maison. Ça veut pas dire qu'avec Julien Brennan, ils gagnaient, pas du tout. Mais ouais. Mais on se disait qu'il se donnait plus les moyens, en tout cas, de pouvoir tenir un score ou éventuellement... Enfin, ouais, on avait l'impression que les armes qui étaient... Brennan venait de marquer son premier but. Gélinas est dans une passe vraiment intéressante aussi. On a l'impression qu'avec Timashov, là, sur le powerplay, il commençait à avoir quelque chose... On n'était pas là à dire qu'ils allaient sortir de la 14e place puis qu'ils pouvaient viser le play-in. On est bien d'accord. Mais que tu jouais au moins sur ce qui marchait. Et là, on avait l'impression que c'était de mettre au feu tout ce qui allait finalement pas trop mal pour une solution un peu... Je sais pas si elle est bancale, mais tu l'as très bien dit avant. Finalement, est-ce que De Vos, tu te disais... On avait cette question avec Lausanne et Appala et on en arrivait à la conclusion que oui, tu peux le faire rentrer, mais ça déséquilibrait ou ça empêchait le bon fonctionnement des autres choses. Tandis que là, est-ce que tu te dis, j'ai absolument envie de faire rentrer De Vos et Asselin. Il faut absolument que je fasse ça. Je dois trouver une solution et je peux pas me passer de Hazen, de Odette, de Gauthier, de Timashov. Donc, c'est mes 2 défenseurs étrangers qui trinquent. Ça me paraît tellement impossible de me dire que, vu que la défense d'Ajoie est quand même pas au niveau suisse, et pas au niveau... Et tu l'as dit avant, c'est pas une critique envers les joueurs et de dire qu'ils sont mauvais, mais c'est juste de se rendre à l'évidence aussi que ces 2, Brennan et Gélinas, upgrade ta défense. Moi, je pense que Volvend a voulu tenter un truc. Il s'est clairement brûlé les doigts. Maintenant, c'est un week-end un peu compliqué qui s'annonce. Hein.
réception de Zug samedi et déplacement à Lausanne dimanche. Avant la réception de Lausanne vendredi suivant, il y a une sorte de back-to-back, mais avec 5 jours d'écart. Ouais, puis Lausanne aura joué contre Langnau, hein, tu disais. Entre deux, ouais. Lausanne a un calendrier assez rigolo au passage. Voilà, encore une fois, comme tu disais très très justement avant, on ne s'attendait pas à ce qu'Ajoie commence à gagner 12 points tous les 6 matchs comme il l'avait fait juste avant la pause. Mais c'est un peu un coup d'arrêt qui est un peu dommage. Ouais, c'est ça. Parce que tu te dis, il y avait. Et encore une fois, ils auraient très bien pu perdre contre Ambry la même chose. Mais là, tu te dis, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas donné les moyens de gagner ce soir-là. Et c'est un petit peu ça que je trouve désagréable. On arrive au terme de cet épisode. Tu me dis pas le numéro. Je sais pas. 13. 13. J'aurais dit 15, je sais pas pourquoi. Fin du 13e épisode de la saison 6 de Colfax. Merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de pouvoir enregistrer ces épisodes. Merci aussi pour les petits, dons. Ceux qui nous soutiennent. Ouais, ceux qui nous soutiennent, qui nous envoient comme ça. On peut pas répondre en fait sur PayPal, je le répète, mais on vous dit merci beaucoup. Voilà, ceux qui nous envoient des messages, et puis un petit peu d'argent, c'est adorable. Merci beaucoup. Et parler de nous autour de vous, c'est toujours chouette de savoir que des gens découvrent notre contenu. C'est encore que des gens encore découvrent notre contenu, c'est-à-dire qu'on n'a encore pas réussi à atteindre tout le monde. Donc c'est super, merci pour tout. Les questions, c'est toujours chouette. Quand on en a, on aime bien essayer de les prendre, les caser lorsque c'est le bon moment. Et pour celle de Gerd Senezand, c'était super. Donc merci à tout le monde. Et puis d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous, profitez bien des matchs du week-end et à bientôt. À bientôt.